comme tout à l'heure. Donc, merci Jean Glavany d'avoir accepté l'invitation de Livres et Rencontres pour présenter votre dernier ouvrage, François Mitterrand, Conversation intime. Je vais faire une présentation brève parce que vous êtes en terrain connu ici. Vous avez eu plusieurs mandats électifs dans les Hautes-Pyrénées, maire de Beaubourguet, conseiller général, conseiller régional. Vous avez été vice-président, je crois, du conseil général. Et bien sûr, député des Hautes-Pyrénées pendant près de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, 21. 24. 24, voilà. Si je commence à escamoter votre carrière, je me suis mal barré. Et je vais plutôt insister sur les fonctions que vous avez remplies auprès de François Mitterrand, qui explique le contexte dans lequel vous avez fait ce livre. Donc, vous êtes délégué général auprès du premier secrétaire de la SFIO. C'était déjà le Parti Socialiste, hein, mais... J'ai dit Parti Socialiste, ça veut dire que vous avez fait la campagne électorale de la présidentielle qui a mené François Mitterrand à la victoire. Vous avez été chef de cabinet du président de la République pendant le premier septennat. Par la suite, vous avez été haut fonctionnaire, vous avez été ministre, secrétaire d'État dans le gouvernement Bérégovoy, vous avez été un des membres de la direction du Parti Socialiste, et vous avez gardé des contacts fréquents avec François Mitterrand, même pendant cette période. Vous avez été après ministre de l'Agriculture et vous êtes actuellement président de l'Institut François Mitterrand. J'oublie un détail dont vous parlez dans le livre, important. Vous avez une maison familiale dans les Landes, pas très loin de Latché. À l'UTL, vous n'êtes pas non plus un inconnu, parce que on a été mis en contact par Bernard Bessou, dont je tiens à honorer la mémoire, et vous étiez venu faire une conférence sur la laïcité. Vous avez été interviewé à 2 reprises à notre radio podcast, en particulier sur votre dernier livre précédent celui-là. 3000 ans après Ulysse, on avait découvert que vous étiez marin, passionné de voile, et où vous suivez à travers la Méditerranée sur les pas d'Ulysse. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est François Mitterrand. Donc, c'est un livre où vous voulez ébaucher un portrait de François Mitterrand, c'est ce que vous dites, mais une ébauche à partir de ce que vous avez vécu. Vous dites très bien ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu. C'est donc un livre de témoignage. Et aussi un livre sur votre vie pendant cette période. Donc, je vous propose qu'on aborde la période de vos fonctions auprès de François Mitterrand, pour comprendre comment est-ce que vous l'avez côtoyé. Par la suite, le fond du sujet, c'est la personnalité de François Mitterrand. Et puis à la fin, vous évoquez, même pendant tout le livre, quelques polémiques que vous ne mettez pas sous le tapis, donc on pourra peut-être en parler. Voilà. Et pour commencer, première question, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? D'abord, merci beaucoup de votre accueil. Je suis très heureux, ému même que vous ayez eu la délicatesse d'évoquer Bernard Bessou, parce que j'avais l'intention de le faire, mais c'est bien qu'on puisse le faire, parce que je voulais dédier ce moment à sa mémoire, parce que c'était un de mes amis très, très cher et qui me manque beaucoup, et voilà, c'est lui qui m'avait introduit à l'UTL, vous vous en souvenez très bien, et donc je vous propose de dédier le moment que nous allons partager à la mémoire de Bernard. Alors je réponds à votre question sur pourquoi ce livre. Pour être très honnête, je n'avais jamais eu l'intention d'écrire un livre sur François Mitterrand. Parce qu'il y en a qui s'étaient précipités pour le faire et que je n'avais pas apprécié, même encore de son vivant, pas toujours avec une grande loyauté. Et donc j'avais pas du tout imaginé ça. Et puis il se trouve que j'ai noué dans le gouvernement de Bérégovoy une amitié formidable avec un historien qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, qui était secrétaire d'État comme moi, qui plus est auprès du même ministre, et après ce gouvernement, on a noué une amitié très très étroite, tous les deux on se voit très souvent, et comme c'est un historien de grande qualité, mais il a un défaut, il adore parler politique,
et moi de moins en moins. Mais souvent dans nos conversations, comme ça, quand je lui disais « Ah, Mitterrand avait dit… » il se retournait vers moi et me disait « Écris Jean ». Alors, comme ça, avec le doigt pointé, comme une injonction combinatoire, « Écris Jean ». Il a dû me dire 100 fois « Écris Jean ». Alors, un jour, je n'y tenais plus, je lui ai dit « Écoute, je veux bien écrire, parce que ton amitié est tellement affectueuse que ton conseil, ton injonction combinatoire est un conseil en même temps amical. Donc, mais je ne vais pas écrire un portrait de Mitterrand, une biographie de Mitterrand. Il y avait plein de biographies d'excellentes. Je pense à celle de Lacouture ou à celle de Michel Vinocq. Des journalistiques, mais qui sont pas mal, enfin qui sont parfois polémiques, comme celui de Catherine Ney ou de François-Olivier Gisbert, mais qui sont des bonnes, ou d'étrangers, un journaliste étranger qui s'appelle Shore, qui a fait une très belle, un anglais, qui était correspondant à Paris d'un journal anglais, qui a fait une très belle biographie. Bref, il y en a eu, je ne vais pas mettre mon nom dans cette liste, je ne suis pas un biographe, je ne suis pas non plus un essayiste, je ne vais pas écrire un essai sur Mitterrand, je ne suis pas essayiste de nature, et puis et peut-être que je n'ai pas la distance ou l'honnêteté ou enfin comment dire, l'objectivité pour être un essayiste de qualité. Il m'a dit non, il faut que tu écrives les moments et les échanges que tu as eu avec Mitterrand. À un moment, si j'ose dire, dans un premier temps, pendant longtemps, enfin, dans l'élaboration de ce livre, jusqu'à il y a quelques mois, on l'avait appelé Mes moments Mitterrand, mais en fait, ça sonnait mal, quoi. Et c'est l'auteur qui a décidé de dire conversations intimes, qui sont d'ailleurs pas toutes intimes, on aurait dû dire conversations particulières. Et donc, je me suis mis à ce travail-là il y a environ 3 ans. Mais je ne partais pas de rien parce que pendant des années, à chaque fois que je déjeunais avec François Mitterrand, soit à l'Élysée, soit chez des amis, soit à Latch, on dit Latch, pas Latché. Ah bon? Vous parlez comme les journalistes parisiens. Latch, en patois hollandais on dit même Latch, Lathieu. Bon, c'est un détail, mais enfin bon. Et comme ça, ma maison n'est pas très loin de Latch, voilà, où il venait à la maison, on se retrouvait par exemple chez les Emmanueli dans Chalosse. À chaque fois, en sortant du déjeuner, j'écrivais dans la mémoire fraîche, voilà, je prenais des notes. Si bien que quand je me suis mis à ce livre, j'ai retrouvé ces notes, évidemment, que j'avais gardées précieusement, sans savoir ce que j'allais en faire. Et je suis parti d'une centaine, un peu plus de 100 pages de notes, et après, j'ai travaillé, retrouvé des souvenirs, fait des recherches sur les dates, sur les lieux, sur les personnes. Et voilà comment le livre est né. Donc nous y voilà, et c'est un livre quand même très très personnel. Il n'y a que vous qui pouviez l'écrire. Alors c'est vraiment votre témoignage. Ah ça c'est absolu, c'est absolu, il n'y a que moi. Ceux qui vont le lire. Puisque ce sont des moments... voilà, j'ai eu la chance de fréquenter cet homme pendant 17 ans. Je l'ai eu comme chef de mon parti, du parti auquel j'appartenais. J'ai milité dans le Parti Socialiste au moins 6 ans avant de le connaître, François Mitterrand, et de le rencontrer. Et puis ensuite, ça a été mon patron, au Parti Socialiste d'abord. Figurez-vous que j'ai retrouvé, j'aurais voulu le mettre mais dans le livre, c'est pas très très grave, j'ai retrouvé un contrat de travail signé de François Mitterrand et moi, collaborateur parlant. J'ai trouvé des bulletins de salaire signés François Mitterrand que je garde précieusement. Donc ça a été mon patron, et puis ensuite ça a été et puis après, d'abord au parti, ensuite à l'Élysée. C'était toujours mon chef. Et à la fin, après que j'ai quitté l'Élysée, je l'ai rencontré. Alors j'ai des scrupules à dire, hein, c'était mon ami parce que je l'ai jamais vécu comme ça. J'ai vécu comme une relation de proximité affectueuse, de grande confiance, mais voilà, dire que j'étais son ami, comme je sais qui étaient ses amis, pour l'essentiel c'était des gens qu'il avait connus dans captivité d'abord, ou dans la résistance, à laquelle il était extraordinairement fidèle, et donc j'ai noué une relation de proximité qui relevait de cet ordre-là aussi. Donc vous avez quand même été très très proche, et quand on est à l'âge que vous aviez, qu'on est repéré par François Mitterrand, c'est pas impressionnant de se trouver engagé à ses côtés? Oh, évidemment,
Ça s'est passé comment dans les années 70, donc je militais au Parti Socialiste dans la ville où j'habitais, qui était dans la banlieue parisienne, s'appelle Issy-les-Moulineaux, où je commençais à ferrailler avec un homme qui depuis a fait son trou comme maire d'Issy-les-Moulineaux, qui est toujours d'ailleurs. Il s'appelle André Santini, qui était un personnage conséquent, et je me suis présenté contre lui au municipal, et puis au cantonal de 79, c'était une mission impossible, mais il fallait tenir le drapeau et puis se présenter à l'élection. Et puis j'ai eu le culot de demander au premier secrétaire de venir me soutenir. Et il est venu. Dans une salle où il y avait des centaines de personnes. On a fait salle comble, et c'était le leader du PS et de la gauche qui était en pleine progression. Et ça s'est très bien passé. Il y a des photos de ce moment dans le livre. Ma première rencontre avec lui. Et j'ai appris après comment ça s'était passé. Le lendemain, il prenait un petit déjeuner avec Jox et Jospin, que je connaissais, que je connais toujours, que j'ai toujours considéré comme mes grands frères en politique, mes tuteurs, l'un et l'autre. Et il prenait un petit déjeuner avec eux. Il dit comme ça, mais je voudrais que vous embauchiez. Ça fait des mois que je vous demande d'embaucher quelqu'un pour travailler avec moi au Parti Socialiste. Et l'un et l'autre répondent, mais tous les permanents du Parti Socialiste sont vos collaborateurs. Non, mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je veux quelqu'un qui soit rien qu'à moi, qui m'accompagne, qui fasse des missions pour moi, qui traite de mon courrier personnel, voilà. Et dites-nous qui vous voulez. Et il répond. Qu'est-ce que vous pensez du jeune Glavany que je suis allé soutenir hier soir à Issy-les-Moulineaux? Et l'un et l'autre disent très bonne idée, puisqu'ils me connaissaient et qu'on était déjà très, très liés, quoi. Et voilà, et quelques jours après, je suis convoqué rue de Bièvre, dans ce qu'on appelait le Pigeonnier, qui était un bureau au bout d'un petit escalier en colimaçon. Il y avait des livres partout, je me souviens très bien, et il me dit, je savais pas pourquoi j'étais convoqué là, pas du tout. Pas du tout, je n'imaginais pas. Et il me dit, voilà, accepteriez-vous de travailler pour moi? Et là, je peux vous dire, j'ai pas encore 30 ans, à quelques semaines près, mais j'ai pas 30 ans, et je bafouille. Mais pour faire quoi? Quand? Comment? J'ai même osé dire combien. Tellement j'étais perdu. Et vous verrez ça avec Jox. Ouf. Voilà. Mais j'étais très impressionné, bien sûr. Vous êtes là face à vous n'avez pas 30 ans, vous êtes un militant politique, vous avez en face de vous non seulement le chef de votre parti, mais en plus le leader de l'Union de la gauche, qui pourrait être, même si c'est pas dans les têtes de tout le monde, un futur président. Évidemment, c'est très impressionnant. Ouais. Je comprends. En plus, vous ratez votre première mission. Oui, parce que à la fin de cet entretien, il me dit, alors on commence comment? Et on commence quand? Et il me répond demain matin. Très bien. Où je vais à Nevers demain, dans le train de 7h. Vous voyez, avec Marie-Claire Papguès, sa secrétaire, qui est une amie que je vois encore, qui a plus de 90 ans maintenant. Et elle vous dira le train, le compartiment où je suis, la place. Et le lendemain matin, j'habitais Issy-les-Moulineaux, en métro, Issy-les-Moulineaux, la gare de Lyon, Austerlitz, c'était Austerlitz. On m'a dit, ça va faire 3 quarts d'heure. Bon, je prends 2 heures. Je prends 2 heures, parce que... Et cette histoire est juste invraisemblable, et le métro tombe en panne entre 2 stations, reste bloqué plus d'1 heure. Ça m'est jamais arrivé. Et j'arrive 5 minutes avant le démarrage, comme j'étais encore sportif à l'époque, très sportif, je monte les escaliers 4 à 4, j'arrive, je vois le train, il démarrait, et c'est une scène de film, quoi. Je cours sur le quai en me disant je vais le rattraper, et au bout du quai, je vais pas rattraper le... Et là, je m'insulte, parce que j'ai l'impression que j'ai tout raté, bon voilà, ça s'est arrangé, parce que avec l'aide de Marie-Claire Papguès, il me dit, écoute, prends le prochain train, et puis je vais l'appeler pour le prévenir, voilà. Ça n'a pas empêché que, non. Après la victoire donc, de François Mitterrand, vous êtes nommé chef de cabinet. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que le chef de cabinet, parce que nous, on s'y perd. Le directeur de cabinet, le chef de cabinet, les conseillers, quelle est votre fonction? Dans un cabinet, historiquement, le directeur de cabinet, c'est celui qui traite des dossiers, et le chef de cabinet, c'est celui qui gère l'agenda. Voilà. C'est-à-dire gère les gens reçus, les déplacements, les voyages officiels, etc. En plus, quand
quand il nous confie l'émission, donc il est élu le 10 mai 81, la passation de pouvoir avec Giscard a lieu le jeudi 21 mai, et pendant le déjeuner officiel, on est quelques-uns à recevoir un petit carton qui nous dit de réunion dans le bureau du président. Donc déjà, c'était la première fois qu'on venait à l'Élysée, et on nous dit qu'il revenait demain matin à 9h dans le bureau du président. Et on est 9 là. Je me souviens très bien de la liste, et on a malheureusement sur les 9, on n'est plus que 4 survivants. Il y en a donc 9 les Mitterrand, donc 10 avec Mitterrand. Il reste 4 survivants qui sont Hubert Védrine, Michel Vauzel qui était porte-parole, Nathalie Duhamel qui était chef du service de presse et moi. Et donc il nous dit à tous, Pierre Bérégovoy, vous serez secrétaire général, André Rousselet, vous serez directeur de cabinet, etc. Et il dit, et quand il me dit que je serai chef de cabinet, il me dit, en dehors de vos fonctions de chef de cabinet, je voudrais que vous occupiez du Parti Socialiste, des relations avec le Parti Socialiste, parce que je tiens à ce qu'il soit, évidemment, j'y veillerai moi-même, et Pierre Bérégovoy aussi, mais je veux que vous y veilliez au quotidien, donc que les militants soient toujours associés à ce que nous faisons. Et puis après, il m'a demandé de m'occuper des affaires de la Nièvre, quelques semaines après, et puis après, il m'a demandé quelques mois après de m'occuper des relations parlementaires. Donc à un moment, je me suis dit, mais je suis un couteau suisse, quoi, et bon, enfin, ça s'est arrêté là. Donc en fait, vous êtes une des personnes les plus proches du président. Vous le voyez très très souvent vous-même. Vous dites même que certains hauts responsables en sont presque jaloux de votre proximité. Ah oui, mais parce que c'est la nature des fonctions de chef de cabinet, parce que vous êtes tout le temps à l'accompagner, et donc vous êtes seul en voiture, en avion, voilà, et qu'à tout moment il vous appelle parce qu'il sait que, donc je raconte quelques anecdotes de missions inattendues quand on est ensemble, et puis qui vous dit faites ci, faites ça, est-ce que vous pourriez faire, etc. Et donc j'ai eu la chance, puis comme en plus j'avais cette maison familiale dans les Landes, à chaque fois qu'il descendait à Latch, il me disait est-ce que, voilà, et quand ma femme et mes enfants étaient là-bas, il me disait est-ce que vous voulez, je profitais de l'avion. Donc effectivement, à la fin de ce septennat, vous allez continuer à avoir ces conversations à Latch, j'ai retenu. Donc eh bien, on va en venir à ces conversations, parce que vous avez donné ce titre à Conversation intime, et dans vos premiers paragraphes, il y en a qui s'intitulent Conversation. Alors, comment elles se passaient ces conversations avec Mitterrand? Monologue, dialogue? Vous dites que Hubert Védrine, vous rapportez un mot d'Hubert Védrine disant que chaque conversation vous tirait vers le haut. Comment ça se passait? C'est un fait que quand Hubert et moi on parlait de ça, on réfléchissait tous les deux, et j'ai pas souvenir d'une conversation anodine avec François Mitterrand. Pas souvenir. C'est quand il aimait parler, il aimait échanger, il aimait au sens de bavarder avec quelqu'un, au sens échanger, mais bavarder pas futilement. Il aimait échanger, il aimait parler, il aimait mais jamais pour rien, quoi. C'était incroyable. Il avait toujours la capacité d'évoquer des choses politiques, évidemment, mais aussi des choses culturelles et des problèmes familiaux, amicaux. Enfin, et puis à la fin de sa vie, c'était de plus en plus grave et de plus en plus sérieux, parce que quand je raconte la dernière conversation, non, l'avant-dernière que j'ai eue avec lui, où il me parle de sa mort, où évidemment, on est tous les deux dans un restaurant à Paris, et puis il me dit avez-vous, on est tous les deux en tête-à-tête, on est à l'automne 95, c'est-à-dire quelques semaines avant sa mort. Tous les deux dans ce restaurant italien, pas très loin des Invalides, et il me dit avez-vous vu Carrington? Alors je le regarde, je dis de quoi vous me parlez, presque en riant, quoi. Mais le film Carrington, alors il me parle d'un film qui raconte l'histoire d'un auteur, d'un romancier anglais du 19e siècle, homosexuel, et qui vit un amour platonique avec une femme qui est jouée par Emma Thompson, qui est une magnifique actrice, et puis qui vit dans la Cornouailles, dans le sud-ouest. Il me raconte le film, et il me dit, ce homosexuel, cet auteur, tombe malade, et il va mourir, et sur son lit de mort, il dit la mort n'est pas une affaire. Alors je le regarde, et il me regarde et il me répète, la mort n'est pas une affaire. De la vanille. Alors j'ai dit, je comprends.
parce que je suis pas toujours intuitif, mais quand même je comprends qu'il est en train de m'annoncer quelque chose, quoi. Alors je lui réponds un peu spontanément ou un peu superficiellement, je reconnais. Enfin, quand même, la mort n'est pas une affaire. Notre mort n'est pas. Bah, si, je pense que si, ne serait-ce que parce que c'est la fin de la vie, c'est quand même une grosse affaire. Non, Glavany, la mort n'est pas une affaire. Et donc, là, je devine et je suis décomposé qu'il m'annonce sa mort prochaine et qu'il m'avait invité à déjeuner pour me dire au revoir, quoi. Et il a fait ça à quelques-uns de ses amis et de ses collaborateurs, pas nombreux, mais pendant les dernières semaines de sa vie, très peu d'entre nous, mais c'était un sacré moment. Donc c'était pas anodin. Certainement pas, et ça correspond au portrait que vous faites avec sa fidélité en amitié, où il dit, vous le rapportez jusqu'à la fin, on est fidèle en amitié. Alors, non, il dit oui, l'amitié ça se juge à la fin. Si la fidélité en amitié n'est pas jusqu'au bout, c'est que c'était pas une amitié. Alors, puisqu'on en est donc au portrait de François Mitterrand, vous dites que sa personnalité peut-être, est marquée par son obsession de la liberté, son sens et sa passion pour l'histoire, et sa fidélité à l'amitié. Donc on va commencer par son obsession de la liberté, qui commence quand il est prisonnier et il s'évade. Il s'évade, c'est la troisième évasion qui va être la bonne. Il se fait rattraper 2 fois, et la troisième il arrive à s'évader, et ça marque sa vie, ça. Alors à la fois c'est sa captivité qui dure 18 mois, donc il est dans un stalag, dans un camp de prisonniers en Allemagne pendant 18 mois, il s'évade 1 fois, 2 fois, et la troisième ça marche. Et c'est qu'il revient en France fin 42, début 43, et ça aura marqué toute sa vie, parce qu'après, moi j'ai connu Mitterrand dans la vie de tous les jours comme quelqu'un qui détestait les obligations. Alors je dirais pas n'en faisait qu'à sa tête, parce que mais sa tête était tellement ordonnée qu'd'une certaine manière on pourrait employer l'expression, mais il était absolument hermétique à toute injonction. Si j'ose dire, il suffisait que quelqu'un lui dise faites ci ou faites ça pour qu'il fasse l'inverse. Et qui avait une telle obsession de sa liberté qu'il ne voulait pas être esclave d'un conseil ou d'une filière de conseil ou d'influence. Il n'appartenait à aucun cercle philosophique ou religieux ou d'aucune sorte. Et dès que quelqu'un lui disait quelque chose, il cherchait à presque la contradiction pour comprendre. Je raconte ça, je donne un exemple qui moi m'est apparu comme très spectaculaire de ça. C'est le fameux tournant de la rigueur de 83. Au moment de ce tournant, que moi je n'appelle pas tournant de la rigueur, que lui n'appelait pas tournant de la rigueur, quand on parlait de ça, Mitterrand il disait en 80 nous avons donné des progrès sociaux, des acquis sociaux à un certain nombre de Françaises et de Français. Maintenant, il faut les consolider. Et cette consolidation, elle n'était pas c'était pas qu'une formule, parce qu'au fond, on oublie toujours ça, et dans tous les débats qu'il y a encore maintenant sur cette période, on oublie une chose, que le meilleur économiste de France que nous avait donné Giscard, c'était Raymond Barre. Il a laissé à la France et à la gauche en 80 une inflation de 14%. De 14%. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, après la crise, dans pleine crise, au début de la guerre d'Ukraine, quand il y a eu des restrictions sur le pétrole, les prix ont grimpé. Il y a eu 6% d'inflation en France, il y a 2-3 ans. Ça a été une émotion terrible, mais il n'y avait plus du double à l'époque. Et cette inflation de 14%, c'était un impôt sur les pauvres, comme le disait Bérégovoy à juste titre. Donc c'est une petite mise au point que j'aime bien faire, parce que je veux bien resituer les choses dans leur contexte économique. Et à ce moment-là, à l'Élysée, tout le monde, tous les conseillers étaient pour la rigueur, c'est-à-dire au sens pour la rigueur, pour combattre l'inflation, sur les positions de Delors, qui était ministre de l'économie. Tout le monde était sur cette position. De Monroy, tout le monde était sur cette position. Et d'une certaine manière, on disait, tous ces cercles d'influence, à l'Élysée, Matignon, le ministère des Finances, disaient à Mitterrand, il n'y a pas d'alternative. Alors ça, c'est ce qu'il détestait le plus. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il se trouve qu'il avait un ami
grand chef d'entreprise, s'appelait Jean Riboud, qui dirigeait Schlumberger, qui est venu le voir et qui lui dit moi je pense qu'il faut sortir du serpent monétaire européen, c'était l'autre option. Alors Mitterrand lui dit faites-moi une note sur le sujet, et puis il a une note sur le sujet, et puis il la donne au secrétaire général de l'Élysée, au Premier ministre, à un certain nombre de ses conseillers. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que quand il donne cette note en disant « Travaillez cette hypothèse et dites-moi ce que vous en pensez », il y en a qui croient que c'est ça qui va décider, donc ils changent d'avis. Mais bon, ça je ne l'ai pas trop dit à l'Élysée, j'en ai eu un ou deux comme ça, et donc même dans le gouvernement, bon, peu importe. Et quand ces différents ministres, le seul qui n'est pas changé, qui n'a pas changé d'avis, qui a même refusé d'étudier, c'est Mauroy, qui était très courageux et qui a eu cette formule dans un tête-à-tête avec Mitterrand. Il a dit non, je n'étudierai pas. Ah bon, lui dit non, parce que je ne sais pas conduire une voiture à grande vitesse sur du verglas. Voilà. C'était imagé, mais c'était très courageux de sa part de dire ça. Et donc, comme il donne à étudier, il a des notes, il a un dossier. Maintenant, il y a une autre hypothèse, la sortie du SME. Et à un moment, je dirais presque, comme dire, par jubilation, j'ai une alternative. Je suis libre de choisir. Et là, il choisit la solution européenne, parce que c'est un Européen convaincu, mais il a eu le choix. Et sa liberté a été préservée. Je trouve que cette image et que cet petit épisode est très révélateur. Oui, c'est très fort. Mais même dans sa façon de vivre à l'Élysée, moi j'étais un peu étonné en vous lisant. On imagine un président plongé dans les dossiers qui n'arrête pas. Et en fait, il garde sa liberté de se promener et surtout de lire. Combien de fois vous allez lui apporter quelque chose, il est en train de lire. Et même une fois dans un avion, vous lui portez un dossier que Bérégovoy avait considéré comme urgent. Qu'est-ce qu'il en a fait? Alors nous partons tous les deux, on est sur le perron de l'Élysée, la voiture est là, on va partir en province et Bérégovoy descend 3 ou 5 minutes avant le départ, il me dit « Jean, j'ai une note urgente, il faut absolument que j'ai la réponse quand vous vous posez, donc montre-la au président, et puis appelle-moi dès que tu arrives. » À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, mais on avait avec l'état-major, on avait toujours des liaisons satellites avec, pour le président, évidemment, la fameuse mallette. Et donc j'ai cette note, et puis j'arrive, et contrairement à ses habitudes, dans la voiture, le président sort un bouquin, un vieux bouquin, magnifique, c'est gros. Et je me souviens, c'était l'histoire du christianisme évidemment ça, de Renan, d'Ernest Renan. Et donc il n'y a pas de conversation dans la voiture, donc on arrive à Villacoublay, on monte dans l'avion, et il ressort le livre. Le petit salon dans l'avion, c'est une table. D'un côté, il y a le président qui est dans le sens de la marche, puis vous êtes de l'autre côté de la table, face à lui. Et lui sort son livre, et moi, je mets la note entre nous deux. Et il lit 1h10, Renan. Et sans lever son nez, sans que j'ai l'occasion de faire quoi que ce soit. Et donc, on atterrit, ça roule, donc je dis, il continue à lire le livre, et quand on vient le chercher, quand l'aide de camp vient le chercher pour qu'il sorte, il ferme le livre, il se lève, et il me regarde avec un petit sourire de narquois, et dit, montrant la note, il l'avait très bien vu, et il me dit, je suppose que vous aviez quelque chose de très urgent, Glavany, à me soumettre. Alors je lui explique, oui, voilà, Pierre Bérégovoy, etc., je lui raconte. Il me dit, vous verrez, Glavany, le très urgent peut toujours attendre. Une formule qu'on peut retenir. Ouais. Donc, il est resté libre tout le temps. Au niveau de l'histoire, du sens de l'histoire, il vous en parlait souvent, il aimait conter des faits historiques. Ah, mais toujours, il n'était pas agrégé d'histoire, mais il aurait pu avoir l'agrég avec mention très bien. C'était un passionné d'histoire, Mitterrand, un passionné absolu d'histoire. Et ce qui a beaucoup marqué ma relation avec lui, c'est que je raconte des anecdotes où on traverse un village, savez-vous ce qui s'est passé là, etc. Il avait toujours des références historiques en permanence, mais ce qui faisait que c'est ça que j'ai tiré comme leçon et peut-être comme enseignement majeur, c'est que cette obsession de l'histoire faisait que il allait chercher
dans l'histoire de France ou de l'Europe ou du monde, loin en arrière, des événements qui peuvent expliquer la situation qu'on vit, ou qu'il vivait, le choix qu'il avait à faire, et il aimait regarder devant en disant, dans le temps long, les décisions que je prends aujourd'hui, quelles conséquences elles auront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Si j'ose dire, il était de ce point de vue l'exact inverse de Chirac, qui était un homme d'une énergie folle, extraordinaire, mais qui prenait son avantage immédiat à tout moment. Dans la cohabitation, le jeu d'échecs, c'était celui qui regardait toujours le coup d'après et celui qui prenait tout de suite le pion qui fait bon. Et Mitterrand, comme il regardait tout ça, et notamment dans les archives internationales, parce que c'était pas ma fonction, donc c'est là où j'ai encore plein de choses à apprendre. Et on a découvert avec un universitaire de la Sorbonne que je connais bien, qui s'appelle Frédéric Bozo, qui est un professeur émérite d'histoire contemporaine à la Sorbonne, pas émérite parce qu'il a pas encore pris sa retraite, une archive qui date de 91. À Rome, sommet de l'OTAN. En marge du sommet de l'OTAN, un entretien entre Mitterrand et Bush. Bush le père. Et François Mitterrand dit à George Bush, évidemment, le contexte 91, effondrement du bloc soviétique, la problématique de la réunification allemande, dont on dit toujours que Mitterrand y était opposé, je donne la preuve que... Bref, et il dit à Bush, il dit, mais vous savez, ce qui l'obsédait à l'époque, c'était le devenir de la frontière nord de l'Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fameuse ligne Oder-Neisse, que les historiens connaissent bien. Et il dit, vous savez, Georges, cette frontière, elle est par nature conflictuelle. Regardez ces provinces, la Silésie, je ne sais plus quelle autre province, il dit, elles ont été allemandes parfois, polonaises autrefois, et puis il dit, et l'Ukraine, qui va bientôt être indépendante. Vous savez, Georges, c'est là qu'aura lieu la prochaine guerre en Europe. Il dit ça en 91. Pas parce que c'était un devin, pas parce qu'il avait, mais parce qu'il avait le sens de l'histoire et qu'il connaissait tout ça par cœur et qu'il était. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'était la confirmation. Et quand je dis que il n'y avait pas beaucoup de conversations qui étaient anodines avec lui, c'était lourd, quoi. C'était lourd. Une analyse très très puissante. Alors, quelque part, pour quelqu'un qui est un historien comme lui, qui connaît bien le sens de l'histoire, c'est la place de Gaulle que je me demande, est-ce qu'il a bien compris, est-ce qu'il s'est rendu compte de l'importance du personnage historique de Gaulle, parce que vous racontez à un moment donné qu'on lui propose d'inaugurer un monument au général, et il refuse. Est-ce que Mitterrand n'était pas rancunier dans cette histoire? Alors, je vais répondre à votre question. J'ai écrit un chapitre du livre que j'ai appelé « Les sévérités excessives ». Et j'ai mis dans ce chapitre les sévérités excessives à l'égard de Gaulle et de Rocard. Donc j'accepte l'idée qu'on puisse dire qu'il était excessif dans sa sévérité, aussi bien vis-à-vis de l'un que vis-à-vis de l'autre. Sur De Gaulle, alors, je pense que c'est une sévérité excessive, y compris parce que j'ai une d'éducation gaulliste, parce que mon père était un gaulliste de gauche, certes, mais un gaulliste de la France libre, le corps criblé d'éclats d'obus et de grenades et de balles allemandes. Et donc moi, j'allais dire, j'ai un Mitterrando-gaulliste ou un gaulo-mitterrandiste dans ma culture. Mais Mitterrand, il faisait la distinction, il dit, j'accepte évidemment de reconnaître le rôle incontournable et majeur de Gaulle dans l'histoire, au sens notamment de son rôle dans la libération et dans l'organisation de la France libre et cet appel à la résistance, en fait, tout ça, ce rôle de Gaulle, du général de Gaulle de la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai combattu ce qu'il appelait un coup d'État en 58, et puis surtout sa manière de gérer le pouvoir après. D'ailleurs, ça m'a amené à relire le coup d'État permanent qu'en écrivant ce livre. Le coup d'État permanent n'est pas si sectaire que ça. Pas si sectaire que ça. Parce qu'il décrit des choses, il décrit notamment un faisceau d'organisation de la justice en France et des libertés et de maîtrise des médias et un certain nombre de choses que De Gaulle avait tissées avec son parti et avec ses partisans,
qui étouffait considérablement les libertés. Et donc, au fond, le coup d'État permanent, c'est un cri de colère contre cet étouffement des libertés par un certain nombre de... C'était pas du sectarisme à l'égard de Gaulle, c'était plutôt une révolte contre ça. Et quand on parle de l'œuvre juridique de la gauche en 81, on parle évidemment de l'abolition de la peine de mort, on parle aussi, mieux maintenant, mais on n'en parlait pas pendant longtemps, de l'abolition du délit d'homosexualité, qui était quand même un délit ahurissant, mais on oublie de dire que la suppression de la Cour de sûreté de l'État, qui a joué et on a oublié de dire la suppression des tribunaux d'exception, notamment les tribunaux. On oublie de dire la coupure qui s'est pas faite du jour au lendemain du cordon ombilical entre l'État et les médias publics. Il faut voir Georges Fillou devenant ministre de l'Information en 80 et qui dit c'est quoi cette ligne? C'était une ligne directe de ministre de l'Information avec les présidents de chaînes. Il y en avait deux à l'époque, des chaînes, 2 ou 3, je sais plus. Ça existait, quoi. C'était le ministre de l'Information qui faisait les titres des journaux du soir. Donc c'est tout ça qu'il dénonce. Bon, il a critiqué violemment. Il s'est opposé à De Gaulle, le chef du parti gaulliste et le président à partir de 58. Mais il respectait, oui, il le disait, il respectait totalement le De Gaulle de la France libre. Oui, c'est une œuvre majeure de la gauche arrive au pouvoir que vous décrivez. Moi, je me souviens avoir lu le coup d'État permanent et j'étais persuadé, je disais à mes copains, il va supprimer l'article 16. Il n'est pas allé jusque-là. Non, vous avez raison, oui. C'était... parce que dans ce livre, il en parle pendant des pages et des pages. Mais ceci dit, on va faire une digression, si vous me permettez. Allez, on y va. J'ai noué au Parlement une belle amitié avec un gaulliste, un invétéré, un vrai homme de droite qui s'appelle Pierre Mazeaud, qui a présidé le Conseil constitutionnel avant qu'il ait présidé la Commission des lois. Et Pierre Mazeaud, c'est cet alpiniste formidable. Je le vois souvent. J'ai déjeuné avec lui mardi dernier. Et Pierre Mazeaud était un gaulliste de toujours, évidemment, et il a été au cabinet de Michel Debré à la fin des années 50, et en 61, il est jeune magistrat, conseiller du Premier ministre, et il dit au Premier ministre, est-ce que c'est vrai, Monsieur le Premier ministre, que le général veut faire l'élection du président au suffrage universel? Alors, Debré lui répond... oui, je crois, mais qu'il y réfléchit sérieusement. Alors, s'il y réfléchit, il faut que vous m'obteniez un rendez-vous avec lui. Debré le regarde, ce jeune conseiller qui va avoir un rendez-vous avec le général. Mais pourquoi? Parce que je lui ai expliqué que c'est une connerie. Dixit Mazeaud. Et il obtient le rendez-vous. Alors il me dit, pas seulement parce que Debré l'a demandé, mais parce que j'avais 2 oncles qui étaient dans la résistance et que De Gaulle connaissait. Donc. Et donc j'explique à De Gaulle que c'est une connerie. Et pourquoi, lui dit le général? Parce que cette élection va écraser toutes les autres, et que les autres vont être délégitimés, et que ce pouvoir-là va écraser tout, et ça va déséquilibrer les institutions et écraser la démocratie. Et donc je parle de ça avec Pierre, et on essaye de mettre en forme un dialogue qu'on va publier sans doute dans les mois qui viennent. Et je dis, mais comment faire maintenant? Je lui dis, comment faire? Tu penses qu'on va expliquer au peuple français que l'élection du président au suffrage universel, c'est-à-dire le droit pour le peuple de choisir lui-même son président étant une connerie, il faut revenir dessus et lui retirer au peuple le droit de choisir. Le peuple va jamais considérer que c'est un progrès démocratique, même si la réflexion doit l'amener à dire ça, mais il n'y a jamais, je pense. Alors, avec Pierre, on travaille ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sans doute, la piste sur laquelle on travaille tous les deux, c'est de modifier l'article 20 et l'article 5, et en particulier l'article 5, c'est celui qui définit les pouvoirs du président, l'article 20, celui du gouvernement. Il est dit dans l'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Qu'il le conduise, ça fait pas de doute. Qu'il la détermine, c'est pas vrai. Ça a toujours été le président. Et donc il faut, alors comment faire? Sans doute de transformer l'article 5 en prenant acte, il y a un domaine réservé dans les pouvoirs du président, en disant que il est le chef des armées, le chef de la diplomatie, d'autres choses, le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, et que ces pouvoirs sont délimités
et que ces pouvoirs sont à l'exception de tous les autres. Voilà, c'est en disant vous n'avez pas le droit de. Alors, c'est purement théorique, hein, mais on est en train de travailler sur ça. Mais donc quand même, De Gaulle, il a mis en place un système qui a déséquilibré et la gauche a bien fait de s'opposer en 62 à ça. Mais au nom de principe, là, ça a été balayé par le peuple, à qui on disait est-ce que vous voulez élire votre président vous-même au suffrage? Le peuple dit bah oui, massivement. Il dit oui. Il dit oui. On est passé d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, en fait. Mais oui, mais sans les garde-fous du régime présidentiel. Pour revenir à Mitterrand. Oui. On n'était pas très loin. Hein. Non. À Mitterrand, dans la France profonde. Et vous étiez chargé des rapports avec la Nièvre, parce que la Nièvre, c'était très important pour lui. C'est là qu'il avait ses racines, c'est là qu'il aimait côtoyer tout le monde, des gens qu'il ne pouvait pas voir autrement ailleurs. C'était fondamental pour lui. Complètement, c'est le début de son aventure, et puis c'est le fruit naturel de son attachement au processus électoral et à la démocratie locale. Beaucoup d'élus, quoi qu'on dise, de droite comme de gauche, beaucoup d'élus, quand ils sont élus, ils nouent une sorte de mariage de raison, un mariage d'amour aussi avec un territoire, avec une population. Ce qui va vous paraître peut-être très utopique ou idéaliste, mais là j'étais encore à Maubouguet, c'est la première élection que j'ai gagnée ici, chez Tumer, je me sens toujours, les gens, c'est mes frères, enfin, je sais pas comment vous expliquer, à partir de, et puis après j'ai eu le canton, puis la circonscription, et une circonscription, si on a la passion de la politique, c'est comme une maîtresse et on se lève, j'imagine, quand on se lève le matin, on ne pense. Je t'ai vu. C'est qu'on ne pense qu'à ça. Matin, midi et soir, qu'est-ce que je peux faire pour ce territoire que j'aime, qui me fait confiance? Puisqu'il me fait confiance, il faut que je leur rende la confiance. Bon, Mitterrand était complètement comme ça pour la Nièvre, complètement comme ça pour la Nièvre, et jusqu'au bout. Et avec, alors j'ai fait des tas de voyages avec lui, seul, en voiture, parfois en train, ou après quand il était président en hélicoptère dans la Nièvre. Il continuait à y aller régulièrement avec des rites. Par exemple, il y a eu à la Libération, un peu à la fin de la guerre, un massacre, on appelle ça le Radour sur glane du Morvan. C'était à Dun-les-Places où les Allemands ont tout brûlé d'une manière épouvantable parce que la résistance avait mené une embuscade un peu, enfin très très efficace et violente quelques semaines avant. Ils ont tout brûlé à Dun-les-Places. Il y a eu des dizaines de morts. Et Mitterrand allait tous les ans à Dun-les-Places. Mais il continue une fois président, il a continué à aller tous les ans à Dun-les-Places. Il avait cet attachement. Voilà, j'ai sillonné les routes de la Nièvre avec lui tant de fois que j'ai vécu des choses dont je me suis servi quand il réunissait les maires de son canton rural, de Montsauche. Le canton de Montsauche, c'est dans le Morvan profond. Et quand il réunissait tous les ans ou 2 fois par an le déjeuner des maires du canton de Montsauche, j'ai assisté à des déjeuners qui étaient pour lui des instruments de perception de la réalité et puis de transmission de messages. Je l'ai bêtement imité, hein. C'est-à-dire que j'étais maire du canton de Maubouguet, je déjeunais plusieurs fois par an avec les maires du canton pour comprendre le territoire, pour percevoir les choses et faire passer évidemment quelques messages aussi, mais et travailler ensemble. Donc oui, il était passionnément et je raconte une histoire qui est un drôle de truc. Je voudrais qu'un étudiant puisse faire non pas une thèse de doctorat mais un mémoire sur la carte postale comme instrument, comme média de communication politique. Mitterrand, quand il était en voyage, envoyait des dizaines de cartes postales à des élus et des amis de la Nièvre. Alors, quand il était président, il y avait, le secrétaire partait, savait qu'il allait y avoir alors, ils arrivaient dans un pays, je sais pas, à Mexico ou à Rome, ou n'importe, et puis elles achetaient des dizaines de cartes postales, elles avaient des étiquettes d'adresse, et lui mettait des mots personnels. Et récemment, un jeune doctorant qui fait une thèse d'histoire à l'Institut François Mitterrand, sur Mitterrand et la Nièvre, sur Mitterrand et Château-Chinon plus précisément, a retrouvé
chez le maire d'Ourou en Morvan, dans le canton de Mansouche, chez l'ancien maire, plus exactement chez le fils de l'ancien maire, 300 cartes postales signées François Mitterrand. 300 cartes postales. C'était juste fidèlement ou amitié ou souvenir avec ça, mais il n'y avait pas de lettres, quoi. Mais 300, C'était les racines. Ouais. Et un homme politique qui n'a pas de racines, ça peut être inquiétant. Chirac a fait pareil avec la Corrèze. Ouais, mais Chirac, oui, je veux pas dire du mal de Chirac, ça ne m'intéresse pas, en plus, c'est l'histoire qui tranche, ce genre de choses. Mais Chirac, oui, il avait ça avec la Corrèze, mais enfin bon, c'est quand même un épouvantable cumulard de mandats en tant que président de la Corrèze et maire de Paris, quoi. C'était un cumul de mandats qui était... Bon. Alors, pour revenir sur le parcours politique de François Mitterrand, vous dites à un moment donné que beaucoup de personnalités, ou pas beaucoup, quelques personnalités partent de l'extrême gauche, de la gauche pour se retrouver à droite. Et Mitterrand, il a fait le parcours inverse. Il est d'une famille catholique conservatrice et il fait une partie de sa carrière dans la 4e République, dans un groupuscule de centre-gauche. Centre droit et centre gauche, il y avait des gens du centre droit dans l'UDSR. Et quand il s'est rallié au socialisme, beaucoup de ses adversaires l'ont critiqué. Moi, j'ai le souvenir qu'on a attribué à Guy Mollet quand il se voyait attaqué dans son bastion de la SFIO à l'époque. Il avait dit on est foutu, Mitterrand a appris à parler socialiste. Mais vous expliquez très bien dans un de vos chapitres que Mitterrand n'était pas un idéologue, mais que c'est quelqu'un qui était pragmatique sur des principes et un engagement républicain. Je me souviens vraiment de cette conversation. Je me souviens plus avec qui on était 3. Et je me souviens plus quel était le 3e. C'est dommage. Enfin, ça n'a pas d'importance. Il nous a dit, vous savez, dans la politique, il ne faut pas être idéologue. Il faut avoir quelques grandes convictions, quelques grands principes, ne pas en démordre, et pour le reste, s'adapter. Pragmatiquement, s'adapter au terrain, s'adapter à la population, s'adapter aux circonstances, voilà, faire preuve de pragmatisme. Donc c'était pas un idéologue, mais il avait des convictions, mais c'était aussi un pragmatique, quoi. Alors vous avez été très très proche de Mitterrand au point que vous avez un chapitre où vous parlez d'intimité, pardon. Vous faites un portrait très chaleureux de Danielle Mitterrand. Oui, je fais un portrait. Parce que Danielle Mitterrand était une militante. Et je l'ai connue comme militante. Elle a été militante jusqu'au bout. Sa fondation, France Liberté, qui est devenue la fondation Danielle Mitterrand. Oh, merci, vous êtes gentil. Et jusqu'au bout, je l'ai vue, elle venait me voir à l'Assemblée comme députée pour me parler des problèmes de l'eau, enfin, bon, pour parler des Kurdes, pour parler de tous ces sujets qui la passionnaient. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette femme militante que j'ai connue et qui était une partie importante de vie François Mitterrand. Je suis allé, parce que j'étais invité à faire une dédicace à Mâcon et à Cluny il y a une quinzaine de jours. Je suis allé voir la maison, je ne connaissais pas la maison familiale de la famille de Danielle Mitterrand à Cluny. Et c'est là où ils se sont connus, dans la résistance, que la famille Gouze était une famille de résistants. Et Mitterrand, la résistance est venue là et il a découvert la jeune Danielle Mitterrand là. Et donc cette histoire-là fait partie de la vie de François Mitterrand d'une manière évidente. Ouais. Alors, vous aviez un logement de fonction, de fonctionnaire de l'Élysée, et j'ai compris que un même jour avait un logement dans ce même endroit. Vous étiez voisins? Oui, on était dans le même pâté de maison, parce que ces logements, c'est un village en fait. C'est un village qui est au quai Branly, à côté du musée qui était le musée Jacques Chirac. C'était juste à côté, c'est que je suis mitoyen de ça. C'est un village dans lequel il y a plusieurs dizaines de logements. Et alors c'est un village très, de mixité sociale, parce qu'il y a des femmes de ménage de l'Élysée là, il y a des cuisiniers de l'Élysée, il y a des huissiers de l'Élysée là, donc des familles. Et puis il y a un immeuble de façade avec des logements un peu plus nobles, dans lequel il y a tous les états-majors particuliers, dans tous les militaires haut gradés. Et
Anne et Mazarine Pinjot sont venus habiter là assez vite après 81. Mais contrairement à ce que racontent des esprits pas très honnêtes ou pas très distants par rapport aux choses et très agressifs, ils n'ont pas vécu aux frais de la République d'une manière que ça. C'est Mitterrand qui est venu vivre là. C'est Mitterrand qui est venu vivre là. Il est venu là avec qui il a voulu. Quoi. C'était son logement de fonction. C'était son logement, lui. Ouais. Et donc on vivait là, et moi j'étais pas dans la même cour qu'eux, bon, je passais par en dessous de chez eux pour aller chez moi, et mes enfants jouaient là avec je me souviens, le meilleur ami de mon fils, et qui joue au foot avec lui toujours, c'était le fils d'une femme de ménage de l'Élysée, avec qui il a gardé des liens. Et tout le monde dans ce village savait que Anne et Mazarine vivaient là. Quoi. Puisque mon fils un jour a dit papa, c'est vrai que Mitterrand a une fille. Je lui ai dit pourquoi tu me dis ça? Parce que la mère de Gilles m'a dit c'est la fille à Mitterrand qui arrive là. Tout le monde politique le savait quelque part. Ouais, oui, je raconte ça. Oui, là encore une conversation avec lui où il me 94. Donc vous vous souvenez de l'épisode des photos de Paris Match, la une de Paris Match révélant l'existence de Mazarine à la sortie d'un restaurant parisien. Et 10 jours après, je déjeune encore un déjeuner que j'avais avec lui tous les deux, dans le même restaurant d'ailleurs que celui où il m'a annoncé sa mort. Et il me dit, et donc là tous les deux, il me dit, vous avez vu ma fille? Je regarde, je dis, quoi votre fille? Il me dit, les photos. Je dis, ça je peux pas ne pas avoir vu, tout le monde ne parle que de ça. Et il me dit, ils m'auront tout fait avec ma fille. Et je lui réponds, non, je suis pas d'accord. Alors il me regarde, il n'aimait pas qu'on contredise, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, président, ça fait 20 ans que tout le monde connaît l'existence de Mazarine, toute la presse la connaît, et ils vous ont foutu une paix royale. Ouais. Et vous vous dites qu'ils vous ont tout fait. Donc moi je vous dis, ils vous ont rien fait. Et comme il était, donc je dis pas faux cul parce que il me regarde avec un petit sourire, il me dit mais vu de ce point de vue vous avez pas tort. Mais oui, j'ai pas raconté cette anecdote parce que c'est un moment que j'ai pas vécu, mais que j'ai vécu par des intermédiaires. Après la campagne de 81, c'est en juin 81, à l'Élysée, l'attaché de presse de Mitterrand, Nathalie, lui dit je crois que ça serait bien de remercier la vingtaine de journalistes qui vous a suivi pendant toute la campagne. C'est une campagne électorale présidentielle, c'est une petite bulle de journalistes qui vous suivent partout, les mêmes, qui sont les correspondants, etc. Et pour faire un déjeuner, pour les remercier. Bon, très bien, dit Mitterrand, ils font le déjeuner. Et grande table, ils sont une vingtaine, et puis le débat est très vif, très, très vivant, très sympa et tout. Et à un moment, un journaliste que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Claude Sérillon, dit à Mitterrand, lui dit, mais président, vous savez qu'une rumeur court dans Paris avec insistance, comme quoi vous avez une fille cachée, etc. Et que, voilà. Et Mitterrand regarde et il répond, oui, et alors? Terminé. Terminé. C'était en 81. Terminé. Donc il avait su clore le débat, quoi. Alors, parmi les secrets, il y en a l'autre que vous abordez, c'est quand même c'est celui de sa maladie. Sa maladie, François Mitterrand, par souci de transparence, en pensant à l'histoire de Pompidou, avait déclaré qu'il ferait un communiqué sur sa santé tous les 6 mois. Et moi je juge que c'est assez épouvantable pour lui ce qu'il a dû vivre, parce que se retrouver avec un cancer de la prostate et métastases osseuses, et il a dû falloir un choix cornélien pour décider qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce qu'il le disait? Est-ce qu'il ne le disait pas? Est-ce que la mission que le peuple français lui avait confiée était au-delà de ce devoir de transparence? Il a fallu une force de caractère étonnante. Ça, pour avoir une force de caractère, il avait une force de caractère étonnante. C'est un sujet dont j'ai quasiment pas parlé avec lui.
son docteur personnel s'appelait Gubler, qui a fait des livres, enfin, notamment de celui-là, il s'est un peu trop précipité pour écrire. Non. Et en tant que médecin, il n'aurait jamais dû. Le secret médical est incontournable. Il a été condamné d'ailleurs. Absolument. Et Gubler raconte dans un livre que j'étais un des premiers à découvrir les choses. Alors après, en cherchant dans ma tête, j'ai dit mais pourquoi il dit ça, quoi. Et la réalité, c'est qu'un jour, je ne sais pas la date, au début du septennat, 80, 82, 80, dans une préfecture, on était en voyage officiel, François Mitterrand me demande un document et il me dit apportez-moi ça, et dans ma chambre et tout, et donc je frappe, je rentre, et je le trouve sous perfusion. Et moi, comme je suis bien élevé, je fais semblant de rien voir, et puis je fais comme si j'avais rien vu d'ailleurs, et je suis tellement bien élevé que j'oublie les choses, d'ailleurs, puisqu'on dit puisqu'il ne faut pas que je vois, au mieux les oublier, comme ça, et j'oublie les choses. Et je me suis souvenu là que Gubler ensuite m'avait raccompagné à la porte de la chambre, en me disant ne t'en fais pas, c'est sous contrôle, on l'emmènera jusqu'au bout du septennat. Bon. Et puis j'ai oublié. Après, on rentre dans ce qu'il y a de plus intime. Tous dans nos familles, dans nos plus proches, on a connu des grands malades du cancer et on a tous connu ces moments où le malade, comment dire, non pas ignore le cancer, mais considère qu'il a vaincu, n'en parle pas parce qu'il l'a vaincu. Et d'ailleurs, c'est ça que j'explique, on dit il a menti de septennat. Ben non, il n'a pas menti de septennat. 3 ans avant la fin, il a été opéré de la prostate et il a dit aux Français qu'il avait... Parce que là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est plus il a plus dominé le cancer, il sait que c'est fini, qu'il s'est perdu. Et là, il le dit. Moi, j'ai vécu ça comme ça, mais compte tenu de ce que j'ai vécu auprès de lui, sans en avoir parlé avec lui, outre mesure, puisque j'en ai parlé qu'une fois, à vrai dire, je raconte l'histoire chez moi, dans ma maison nandaise, il venait déjeuner, donc on est 94 aussi, et j'ai chez moi, avec moi, un vieux copain qui est mort depuis... François Autain, qui était un médecin, qui était ministre de l'immigration, qui est sénateur de Loire-Atlantique. Et François et moi, François lui pose une question en disant mais votre cancer, il date de quand? En fait, vous en êtes, etc. Comment vous avez vécu ça? Un peu pour répondre à votre question, qu'il fallait une force de caractère. Et Mitterrand nous a fait une réponse que je ne saurais pas retranscrire parce que elle relevait de ce que Laurent Fabius a appelé à propos de François Mitterrand un jour, de sa formidable ambivalence. Voilà. Mais je suis convaincu que cette situation de déni l'a aidé à surmonter son cancer. Et l'a aidé peut-être à freiner son évolution. On sait que tous les malades de cancer qui ont un objectif fondamental vont tenir jusqu'à cet objectif. Et c'est pas par hasard qu'il est mort après le 2e septennat, alors qu'il était très mal à la fin. Oui, bien sûr. Mais voilà, mon témoignage va dans mon sens, donc conforte mon analyse. Mais on relève quand même ça n'empêche pas le problème public, enfin, de relation avec le public, c'est-à-dire que malgré tout, il a dit je publierai un communiqué tous les 6 mois, alors il l'a fait. Et ces communiqués de Gubler, tout va très bien, il n'y a rien. L'opinion est en droit de se dire on nous a menti, quoi. Il y a un mensonge. Oui, mais alors ma réponse à ça, c'est oui, mais avant de mentir, il se mentait à lui-même, peut-être. Possible, et puis il y avait un choix à faire. Enfin bon. Comment est-ce que vous appelez ça? Les affaires ordinaires. Rocard, les relations avec Rocard. Visiblement, ils se détestaient. Et alors, ce qui a été surprenant, c'est qu'il l'a nommé Premier ministre. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi. Et puis, alors que Rocard réussissait plus tôt, il le vire. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Enfin, il le vire. Enfin, la suite n'a pas été très brillante. Alors... non, mais on parle de Rocard, là. Donc, alors moi, je parle de Rocard comme de Gaulle, comme une sévérité excessive.
je parle de conversations avec Mitterrand à Latch ou chez moi ou chez des amis avec Emmanuelli, puisqu'on avait fait le même choix. D'aider Rocard à devenir premier secrétaire du Parti Socialiste, mais Mitterrand nous en voulu terriblement. Il y a eu des conversations chez Emmanuelli en Chalosse, là, à Lorraine. Je raconte, c'était terrible parce que nous, en plus, Emmanuelli, n'en parlons pas, moi un peu aussi, on est assez spontané et fougueux, on défendait voilà, on a choisi ça et tout, et Mitterrand nous rentrait dedans, quoi, et contestait ce choix, et nous on répondait. Et à la fin, quand l'ambiance est terriblement tendue, et quand il est parti, pas en claquant la porte, mais pas loin, Nita Emmanuelli, la femme, veuve maintenant de Henri Emmanuelli, disait: mais vous êtes fou, vous avez vu comment vous lui avez parlé, il est président de la République quand même. Ça avait été assez vif, quoi. Alors, comme je suis allé à Latch pas longtemps après, je lui ai dit: écoutez, c'est idiot d'en rester là, ça serait bien de se revoir d'une manière plus détendue pour parler des choses, parce que je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas en rester comme ça sur cette ambiance très tendue. Il m'a dit: oui, vous avez raison, il faut qu'on en reparle et tout. Et on a eu une deuxième conversation sur le sujet plus détendu. Et comment dire, ces deux hommes se détestaient profondément. Bon. Tous les opposaient. Alors, il se trouve que Rocard est parti de l'extrême gauche et allé vers le centre-gauche, centre en passant par la gauche, et Mitterrand venait de la droite, très catholique, intégriste de la province, à Jarnac, et puis allé vers la gauche, le centre-gauche, puis la gauche, et puis ils sont croisés là. Mais ils n'avaient pas la même histoire, et ils n'avaient pas les mêmes origines politiques, la même culture, la même éducation politique. Michel était gauchiste au début, au sens le PSU très gauchiste de 68, quoi, d'avant 68. Et Mitterrand pas du tout. Et Michel, c'était un inspecteur des finances, fils d'un grand physicien, pour qui la principale obsession, c'est les réalités. Et Mitterrand, c'était un littéraire, un amoureux d'histoire, un juriste, et pour qui le principal donnée, c'est la volonté. Et ils étaient comme ça, tous les opposaient. Et je raconte cette histoire parce que vous parlez de la nomination, mais pourquoi ils le nomment? Pour une raison simple, c'est que la politique l'imposait. C'est qu'en 88, si Mitterrand ne nomme pas Rocard, personne ne comprend. Personne ne comprend. Tout le monde. Et d'ailleurs, il le savait à l'avance, puisque je raconte l'histoire. Il me dit, pendant la campagne de 88, il me dit, il m'appelle, il me dit: Glavany, nous allons à Montpellier la semaine prochaine en meeting. Je dis: oui, et oui, pourquoi? Il me dit: parce que nous allons marcher au Pic Saint-Loup. On va monter au Pic Saint-Loup. Alors je dis: ah oui. Il me dit: vous verrez, c'est un endroit magnifique. Quand il fait beau, on voit les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Donc, je les ai toujours pas vus, mais enfin bon. Et bon, très bien. Et alors, vous allez dire à Rocard de se joindre à nous. On est en pleine campagne électorale, inutile de dire que j'ai compris tout ce que ça voulait dire. Dites-lui de prendre des bonnes chaussures, etc. Donc, d'où la célèbre photo où on les voit. Et moi, je suis derrière eux. Et le truc est étonnant parce que donc il emmène Rocard au Pic Saint-Loup. Alors, il fait un temps épouvantable. On voit pas à 20 mètres, on n'est jamais allé au sommet. Il tombe des trompes d'eau. Et Rocard monte le Pic Saint-Loup à côté de Mitterrand. De quoi lui parle-t-il? Il devine que ce geste est un geste qui a une signification. D'ailleurs, Mitterrand m'avait dit: tout le monde comprendra, et sans en dire plus. Tout le monde comprendra qu'il va être nommé Premier ministre. La symbolique compte beaucoup, toujours. Il devine que et il commence la conversation en disant vous allez être élu président. Oh, il dit: c'est pas joué encore, je pense que c'est possible. Et de quoi lui parle Rocard? Devinez, des accords du GATT et du Fonds monétaire international. Voilà, les deux hommes sont tellement différents, quoi. Mitterrand, il aime la forêt, Rocard, il aime la voile et le vol à voile, Mitterrand déteste les bateaux, lui, il adore ça. Enfin, ils ont rien en commun, sauf qu'ils se sont rencontrés au Parti Socialiste et tout ce qu'on a raconté sur la nomination, même Attali a raconté des conneries sur le sujet, mais c'était pas les seuls, mais il n'a pas arrêté de mentir. Mais moi, ma persuasion, ma conviction, c'est... d'ailleurs, moi, dans une conversation avec Mitterrand, je lui ai dit à ce moment-là, dans 88, parce que c'était une expression qui faisait Flores, je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant: il a voulu lever l'hypothèque.
Alors j'ai dit, tiens, je vais essayer de tester, vous avez nommé Rocard parce que vous avez voulu lever l'hypothèque. Alors il me dit, bah, non, lever l'hypothèque, on nomme pas un Premier ministre pour lever l'hypothèque, l'expression est très désobligeante. Donc, non, c'était parce que la situation politique l'exigeait. J'ai eu cette conversation avec, je le raconte dans le livre, avec François Hollande, quand il est président en 2012. Dans la période où il vient d'être élu, il n'a pas le pouvoir, il y a les 10 jours de battement, il y avait toujours une foule de journalistes qui l'attendaient en bas de chez lui, et qui lui demandaient, qui vous avaient nommé comme Premier ministre, et un jour il dit, je nommerai quelqu'un avec qui je m'entends bien. Alors tout le monde comprend que ça ne sera pas Martine Aubry par exemple. Alors je mets un texto rageur en lui disant, mais comment tu peux dire une connerie pareille? Et il me dit, m'appelle en disant, pourquoi tu m'envoies ce message si sévère? Je dis, parce que tu vois De Gaulle dire, je nommerai quelqu'un avec qui je m'entends bien. Ça n'a pas de sens. En plus, t'imagines, ça veut dire, tu dis aux Français que ta première décision, c'est une décision de confort personnel. Je veux que ça soit confortable pour moi, que je m'entende. C'est pas comme ça. Il me dit, qui tu veux que je nomme? Mais je dis, il faut que ça ait un sens politique. Il faut que ce que tu dis, éclaire ce que tu vas faire. Ce que tu vas décider, éclaire ce que tu vas faire. C'est-à-dire, je dis, j'en sais rien, je dis, si tu nommes Mélenchon, je me souviens de m'avoir dit ça, je te le conseille pas. Mais enfin, tout le monde comprend. Non, mais encore moins maintenant. Mais au moins, tout le monde verrait ce que tu veux dire. Tu nommes Didier Migaud, qui était à la Cour des comptes, tout le monde comprend ce que tu veux dire, tu veux redresser les comptes. Tu nommes Bayrou, je te le conseille toujours pas, mais on voit très bien ce que ça veut dire. Là, tu dis, je vais nommer quelqu'un pour mon confort personnel. C'est ahurissant. Il me dit, mais je peux quand même pas nommer quelqu'un qui je m'entends pas. Et je lui dis, Mitterrand, il a nommé Rocard avec qui il s'entendait pas. Et je suis de ceux qui pensent, que c'est pendant ces 3 ans que les pouvoirs publics ont mieux fonctionné en France. Parce que c'était comme une cohabitation, et que l'un et l'autre respectaient article 20 et article 5 dont je parlais tout à l'heure, mais qu'ils étaient quand même avec la même majorité. Et donc j'ai dit, si, tu vois, mais Mitterrand et Rocard, c'était des hommes d'État. Alors, ce que je trouve remarquable dans cette montée au Pic Saint-Loup, c'est la façon dont Mitterrand maîtrise les codes et les symboles du pouvoir. Quelque part, il n'a presque pas besoin de lui dire « je vais vous nommer », il va se promener avec lui, c'est une nomination. Oui, mais c'est d'une finesse extraordinaire. Ah, il n'était pas dépourvu de finesse, Mitterrand, non, sûrement. Alors, bon, on va pas parler d'Attali, parce que s'il y a quelqu'un qui est pas trop bien traité, c'est lui. Écoutez, j'ai pas voulu faire un livre polémique avec Jacques Attali parce que j'ai non parce que d'ailleurs je suis assez content parce que le livre n'est pas perçu comme ça, heureusement. Ça m'intéresse pas, mais j'ai été confronté au problème parce que et là je me suis référé à j'ai vu 2 amis qui sont ces 2 grands historiens que je connais, qui Jean-Noël Jeannet et Frédéric Bozo, professeur à la Sorbonne, et je leur ai dit qu'est-ce que je fais de ce sujet? Il dit Jean, raconte l'histoire telle que tu l'as vécue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je lis dans un livre d'Attali, vous allez comprendre qu'il raconte cette fameuse réunion du 22 mai 81, et qui dit nous sommes réunis dans le bureau du président, qui dit vous allez faire ça, Pierre Verroua, vous serez ça, etc. À la fin de la réunion, François Mitterrand me prend, dit Jacques Attali, par le bras, m'emmène dans le bureau d'à côté et me dit je veux que vous installiez là avec une entrée directe sur mon bureau, que vous ayez accès à tous les dossiers, etc. Signe de confiance majeur. Il y a un petit problème, Jacques n'était pas là. Jacques n'était pas là. Et donc, il n'était pas dans la première équipe. Il avait postulé au poste de secrétaire général, c'est Bérégovoy qui l'a eu, il était effondré. D'ailleurs, dans un autre livre, il écrit qu'il était très déçu par... Bon, et donc, il boudait, enfin, il était reclus chez lui. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui ont été à Attali. Alors, ces verbatim, vous me faites parler de ça, mais je ne veux pas en parler trop longtemps, parce que c'est pas très important, mais ces verbatim ont eu une force, un impact. Pourquoi? Parce que c'est les premiers documents qui ont été écrits sur un certain nombre de faits, les archives étant fermées pour 25 ans. Et puis, 25 ans après la mort de Mitterrand, on ouvre les archives et on voit les horreurs. Mais les historiens qui cherchent voient des horreurs. C'est-à-dire que les falsifications de Jacques, qui a dit qu'il avait
publié que des notes de lui. C'est pas vrai, on voit des tas de notes où il a mis en blanc l'auteur pour mettre son nom à la place. On découvre. Donc moi, quand je travaillais sur le sujet, j'ai buté sur ces trucs. J'ai dit, qu'est-ce que je fais, quoi? J'en parle pas, j'en parle. Et les historiens m'ont vraiment convaincu. Raconte l'histoire que tu as vécue. Voilà. Et oui, vous êtes sévère, mais pour clore ce chapitre, Jacques Attali ne m'a pas fait de procès et je vous assure qu'il ne m'en fera pas. Un autre qui n'a pas tout à fait votre faveur, c'est Duclerc et son rapport sur le Rwanda. Vous êtes très, très, très sévère dans un problème, le Rwanda, qui est quand même très complexe, où il y a beaucoup de gens qui ont manqué de clairvoyance, et je pense qu'il y a d'autres personnes que Mitterrand en France. Il y a le Premier ministre était Balladur, le ministre des Affaires étrangères était quand même Alain Juppé, et il y avait l'ONU qui était dans l'histoire, la Belgique, les États-Unis. Enfin, c'était très complexe. Et il y a eu des erreurs, quand même, parce que ce génocide a été une catastrophe effroyable, dans des conditions effroyables, et il avait été annoncé. Voilà. Alors peut-être que Duclerc est un peu sévère. Ah, c'est plus que ça, c'est pas seulement sévère, c'est de là une malhonnêteté incroyable, mais enfin je vais y revenir. Il faut voir le contexte. D'abord, vous avez raison de dire que ce génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 est un épouvantable moment de l'histoire de l'humanité, et comme tout génocide, puisqu'il n'y a pas le d'un million de morts, et donc personne ne peut dire tout s'est bien passé, circuler, il n'y a rien à voir. Donc sûrement pas. Et donc moi en particulier, à la fois non seulement je reconnais ce génocide ô combien, mais en plus je trouve que c'est un devoir de tout homme ou femme responsable, que ce soit de la politique ou pas, quand de regarder ce genre d'événements avec un minimum d'esprit critique, en disant bon, qu'est-ce qui a été bien fait, mal fait. On peut pas dire que tout a été bien fait, non. Et en particulier pour la France qui est intervenue. Et qui d'ailleurs, accessoirement, ce que ne dit pas Duclerc, parce qu'elle a mis fin au génocide. Bon. Est-ce qu'elle aurait dû intervenir plus tôt? Est-ce qu'elle aurait dû intervenir ceci, cela, avec ou sans le mandat de l'ONU? C'est des vrais sujets. Et d'ailleurs, moi je disais récemment dans un débat, ce qui me navre, c'est que quand on fait un rapport à l'emporte-pièce comme ça, on empêche de poser des vraies questions. Qui sont des questions lourdes. Parce que ça, Duclerc ne le dit pas, quand l'armée française est intervenue 3 fois au Rwanda, est intervenue, c'est sur la base d'un accord militaire signé quand? En 1974, par qui? Par Giscard. Est-ce qu'il fallait, quand il y a eu les débuts des tensions, que la France respecte sa parole en appliquant l'accord de défense avec le Rwanda, ou est-ce qu'il fallait dire démerdez-vous, pardon, ça ne nous regarde pas, et à ce moment-là c'est la parole de la France qui était pas respectée? Ça c'est un vrai sujet, mais ça ne s'est pas posé, ça, parce que à la fin, quand le génocide a commencé, et que la France il faut intervenir, il y a une pression pour intervenir, la France de cohabitation, Mitterrand, Balladur, Juppé, décide de d'intervenir, mais avec un mandat de l'ONU. Et le mandat de l'ONU est bloqué pendant plusieurs semaines par un veto américain. Responsabilité dont on ne parle pas du tout dans le... Plusieurs semaines. Et chaque jour, c'était 10 000 morts. Chaque jour, c'était 10 000 morts. Donc plusieurs semaines, vous voyez le truc. Bon, ça, cette question, est-ce qu'il fallait attendre le mandat de l'ONU? Oui ou non? Bon, etc., etc. Il y a des vrais sujets qui sont... Mais quand on dit, juste, dans la conclusion du rapport Duclerc, juste les responsabilités lourdes et écrasantes de la France, et en particulier de François Mitterrand, oublions que Balladur et Juppé disent tous l'un et l'autre avec honnêteté. Juppé encore plus que Balladur, mais parce que Balladur est plus vieux, puis pas vindicatif, mais disant mais nous on a tout partagé avec Mitterrand. On a retrouvé dans les archives des lettres où Balladur dit j'ai expliqué au ministre la position que nous avions arrêtée ensemble pour le Rwanda. Bon, ça, Duclerc, c'est Mitterrand. Et dire les responsabilités lourdes et acclamantes, ça devient un vrai problème.
Alors maintenant, il se trouve que j'en parle moi avec une certaine véhémence, parce que j'ai regardé le dossier de près, et en particulier j'ai fait ce que aucun journaliste n'a fait à l'époque, j'ai lu les 1000 et quelques pages du rapport Duclerc, et non pas seulement les 20 pages des conclusions. Eh bien, dans les 1000 pages, rien ne démontre les responsabilités lourdes et accablantes de la France, rien. Eh bien, ça commence à se savoir, parce qu'il y a des historiens qui commencent à faire le travail. Donc voilà, j'ai écrit ce chapitre sur le Rwanda à la fois en essayant de rester lucide et de dire évidemment qu'il faut avoir une analyse critique de ces sujets, mais il y a une espèce de mode dans une partie de la gauche. Les articles viennent essentiellement de la gauche sur le Rwanda, essentiellement de la gauche, de milieu universitaire de gauche, qui considère qu'à partir du moment où un Français met les pieds en Afrique, c'est forcément du colonialisme, qui considère que, etc., que toute intervention est de l'impérialisme, etc., etc. Et ça a pesé beaucoup, et je trouve que dans cette affaire-là, ça faisait partie, comme tout à l'heure je parlais des sévérités excessives de Mitterrand, la guerre de De Gaulle et Rocard, là c'est les excès des attaques, quoi, qu'il a subi toute sa vie. Et là, ce qui est encore plus écœurant, c'est au-delà de la mort, quoi. Il continue à faire l'objet de ce genre d'attaques qui sont grossières, quoi, grossières. Vous avez été très clair. Je suis en train de me rendre compte que ça fait 3 heures qu'on parle, non ? Oui, le temps passe, et puis qu'il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui ont envie de vous poser des questions. Donc, vous avez la parole. Je vous passe le micro. C'est toujours la première question la plus difficile. Alors passons directement à la seconde. On a soulevé beaucoup de sujets. Ah, voilà. Je me lance. Oui, il y a un ancien ministre de Mitterrand qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Jack Lang. Quelles étaient ses relations Je vais essayer de dire les choses les plus honnêtement possibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mitterrand était fondamentalement un homme de culture. Et il pensait que le devoir de la gauche était d'avoir une politique ambitieuse en matière culturelle. Et c'est donc lui qui a voulu et qui a veillé personnellement à ce que le budget de la culture double en 80. Et je peux vous assurer que les inspecteurs des finances de Bercy, ils n'étaient pas à Bercy encore à l'époque, ils étaient encore au Louvre. Vous voyez, il a fallu vraiment l'engagement de Mitterrand, ça. Et cet engagement culturel de Mitterrand, on dira ce qu'on voudra, mais Lang en a été un formidable metteur en scène. Un formidable metteur en scène. De la même manière que je le dis aussi, Lang a été un formidable président de l'Institut du monde arabe qui n'existait quasiment pas avant, qui maintenant rayonne dans le monde culturel et franco-arabe de manière spectaculaire. Après, je ne suis pas fait comme Jack Lang. C'est-à-dire que je pense que Jacques a un rapport au pouvoir que j'ai vu chez pas mal des hommes et des femmes de gauche et de droite qui ont un rapport malsain au pouvoir, c'est-à-dire qui ont un rapport addictif au pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, ils s'en gavent, ils s'en overdosent, et quand ils sont plus au pouvoir, ils sont en état de manque. Et ils voudraient faire comme si. Donc, à vrai dire, il faut dans la situation actuelle, garder un peu de sang-froid, parce que c'est un déversement de torrents de boue, que ces 3 millions de pièces qui sont sur l'affaire Epstein, dont j'imagine que vous avez tous compris que c'était Trump qui avait voulu ça pour noyer le poisson, si je veux dire, le poisson étant son rôle, lui, avec Epstein, et ses liens personnels avec Epstein est beaucoup plus compromettant que Lang, même si faut laisser la justice faire la part des choses, mais en attendant, comment dire, j'aime pas Lang au sens de la personnalité. Personnellement, je vous dis que ça n'a pas d'importance, mais j'aime pas du tout la Lali et le bouc émissaire. Et donc je suis pas à l'aise du tout dans cette situation, parce que je trouve que les excès dans la Lali
Même, il n'y a jamais d'excès. La liste, c'est pas bien, quoi. La justice, oui, s'il a fait des choses répréhensibles, qu'il en réponde, et c'est normal, mais la Lali, j'aime pas. Voilà. Oui. Amida, Oui. Monsieur le Président, pardon, mais avec mes félicitations assoiffées. Et merci de nous faire l'honneur d'être présent sur cette ville de Tarbes et ce département que tu connais si bien. Alors, deux réflexions, souvenirs. Donc, été 81, je suis très jeune médecin anesthésiste dans le service de Louis Laringue au SAMU 31. Il vient d'être élu député, la vague rose, et ce premier été, les rumeurs circulent dans le milieu hospitalier, Mitterrand a un cancer de la prostate. Donc c'est l'été 81. Il revient, alors l'été bien sûr il y avait la pause, mais il passait très souvent, y compris le vendredi soir, en quittant l'Assemblée nationale, il descendait de l'avion à Blagnac, il arrivait dans le service, il était 20h. Là, tu parles de Louis Laringue, pas de Mitterrand. Ouais. Il restait jusqu'à minuit avec moi, bon, etc. Il voulait savoir ce qui se passait. Et donc je lui pose cette question. Et, monsieur, il paraît que Mitterrand a un cancer. Voilà. Donc, l'été, probablement. Mais qu'est-ce qu'il te répond, Louis? Le diagnostic avait déjà été fait, mais voilà. Donc, mais néanmoins, dans le milieu hospitalier, entre la PHP, il était pris en charge par Debré et Steg. Pas par Debré médiatiquement, par Steg. Steg qui est un personnage extraordinaire. Une autre petite souvenir, j'organise un congrès en 92 des médecins anesthésistes de la région à Auch. Puis quelques mois plus tôt, je l'invite parce qu'il avait été auteur du guide sur les urgences. Il arrive. Dès que je lui écris, il me répond et il est là en juin 92. Et il me donne l'explication. Il avait été recueilli par des familles gersoises, ce jeune enfant juif, et il avait été sauvé par des Gersois. C'est pour ça. La parenthèse par rapport à Steg. Donc 81, un petit peu plus tard, donc malheureusement 94, donc 6 avril 94, déclenchement du génocide. Cette année 94, on a la guerre des Balkans avec Srebrenica, on a donc la première guerre de Tchétchénie et ce génocide est effroyable. Et début des années 2000, j'étais dans le groupe de recherche en histoire immédiate avec Jean-François Soulier, et j'avais des témoignages de militaires et d'officiers sur Tarbes, et je m'étais proposé de faire un travail sur le Rwanda, le recueil. Mais en fait, ça a été impossible parce que c'était la grande muette, je ne pouvais pas recueillir, j'ai pas pu recueillir les témoignages d'officiers qui faisaient partie des forces spéciales et qui étaient présents, diront en avril, mai, juin. Donc l'armée française avait quitté le Rwanda officiellement, mais néanmoins il y avait bien entendu des témoignages et probablement qu'au niveau de l'Élysée, ils avaient ces recueils de témoignages et forces spéciales et il y avait bien sûr cette notion de génocide en cours et qui était, je crois que tu peux nous le confirmer, disons. Oui, bien sûr, l'état-major particulier d'un président de la République, quel qu'il soit, est un état-major, très lié structurellement à l'état-major des armées, une espèce de courroie de transmission entre le président, le chef des armées et l'état-major des armées, et ils avaient évidemment toutes les informations. Mais bon, il y a des témoignages de militaires qui vont dans tous les sens. Il y en a un qui s'appelle Ancel, ancien ministre, qui se répand dans toute la presse en disant qu'il a vu des horreurs de soldats français qui ont été complices du génocide. Tout simplement, il faut savoir que le mandat de l'ONU, que Juppé qui raconte ça, comme il s'est senti seul pendant des semaines à batailler à l'ONU pour lever le veto, il raconte ça, le mandat de l'ONU qui finit par arriver, il donne un mandat explicite à la France, enfin à ceux qui vont intervenir à la France, et il y a quelques autres pays africains, dans le front du Sud, je sais plus, la France intervient, mais le mandat est explicite. Interposition interdit de tirer un coup de feu contre l'une ou l'autre des parties. Et donc, après on dit, ils n'ont pas empêché en tirant dessus les génocidaires. Non, ils sont interposés, mais ils avaient une interdiction d'un mandat de l'ONU qui était explicitement de ne pas tirer des coups de feu, de ne pas prendre parti pour une des parties. Ce qui est d'ailleurs, prendre parti dans une des parties quand il y a une partie génocidaire et l'autre de victimes, le mandat de l'ONU était
comment dire, déjà immoral, quoi, ou inhumain même. Mais voilà, donc il y a des soldats français qui sont pas intervenus à des moments où ils crevaient d'envie de le faire, tellement ce qu'ils voyaient était épouvantable. Mais c'est pour ça que les jugements à l'emporte-pièce, quoi, en disant oh bah voilà, ils sont pas intervenus, ils avaient les jeunes initiés, ils pouvaient les arrêter, oui, mais non, c'était pas leur mandat. Et mais s'ils n'étaient pas intervenus, il y aurait eu 400 000 morts de plus. Hein. Une autre question. Vous nous avez parlé de la collaboration ou de la relation entre deux personnalités très différentes, à savoir Mitterrand et Rocard. Sur le même thème, j'aimerais que vous évoquiez plus en détail la relation et la cohabitation entre Chirac et Mitterrand. Alors, il se trouve que c'est un chapitre entier de mon livre parce que j'ai pris beaucoup de notes pendant cette époque. Et je dis que probablement, dans les 17 ans où j'ai connu et fréquenté Mitterrand, à part la victoire de 81 qui était très, évidemment bouleversante et jubilatoire et euphorique, la cohabitation de 86-88, c'est pour moi la plus belle période. Pourquoi ? Parce que j'étais à l'Élysée et l'équipe de l'Élysée, on avait l'impression d'être des explorateurs. C'est-à-dire qu'on allait, c'était rendez-vous en terre inconnue, en terre politique et constitutionnelle inconnue. Et donc, tous les jours, on ne savait pas ce qu'on allait vivre, et c'était quand même très, très étonnant. Deuxièmement, parce que d'un point de vue constitutionnel, pour ceux qui aiment le droit constitutionnel, ce qui est mon cas un peu, en tout cas assez, tous les jours on avait une leçon de choses constitutionnelles. Donc on avait un article de la Constitution, faut-il signer ou pas les ordonnances, faut-il ceci, etc. Et ça, et puis troisièmement, parce que il y avait un dispositif socialiste à l'époque, Mitterrand à l'Élysée, Jospin à la tête du parti Jox au groupe socialiste, qui fonctionnait de manière extraordinairement efficace. Et j'étais au cœur de l'équipe de coordination des trois piliers, et que Mitterrand c'est révélé être un joueur d'échecs extraordinaire, quoi. Il avait une maîtrise d'opération, et Chirac, je disais tout à l'heure, Chirac, il a une énergie folle, il avait une énergie folle, incroyable, mais en même temps, il était obsédé par les avantages qu'il pouvait prendre tout de suite, et puis il réfléchit pas voilà. Je raconte une anecdote inédite parce que qui montre bien le rapport psychologique entre les hommes. Mais heureusement, j'ai un témoin, parce que sinon on dirait il a inventé un truc de la manie. On est janvier 87, les premiers vœux après sous la cohabitation, et à l'Élysée il y a une cérémonie au corps constitué, il y a tout le gouvernement qui est là, et puis Mitterrand présente ses vœux au corps constitué, puis après il y a un pot, et puis à la fin, pendant le pot, le président et le Premier ministre, Mitterrand et Chirac, s'isolent et parlent, mais d'une manière très sereine et tout. Et moi je suis entre eux et la sortie avec un autre conseiller de l'Élysée. On était près de la sortie de la salle, et quand ils ont fini de parler, Chirac part, donc vient vers nous, vers la sortie. Et là, à ce moment-là, Mitterrand le rappelle et on dit « Monsieur le Premier ministre ». Et Chirac se retourne en disant « Oui, mon général ». Voilà. Dans votre livre, le chapitre s'appelle « Une période jubilatoire ». Oui, on a vécu. Ah bah évidemment, en plus ça s'est terminé magnifiquement par la réélection 88, mais c'était une période passionnante. Et alors, sur ça justement, je peux faire attention à pas parler pendant des heures aussi, mais cette anecdote, elle est formidable parce qu'elle va vous rappeler des choses. 3 jours avant les élections législatives, qui en 86 ont eu lieu à la proportionnelle, donc à un tour. Et 3 jours avant, Charras, qui propose au président de nous réunir quelques-uns d'entre nous. Alors, une équipe à l'Élysée, on était 40 ou 50 conseillers ou membres des cabinets, et là, ils en ont réuni 10-12, là, mon souvenir à peu près. J'ai vu des photos, c'est à peu près ça. Et
Mitterrand nous explique longuement quoi, sur le thème la cohabitation, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça peut se terminer à tout moment, on ne sait pas comment. Et donc moi je me prépare au fait que ça peut se terminer à tout moment, au bout d'un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Et donc vous aussi préparez-vous, il nous dit, préparez à être licencié du jour au lendemain. Enfin, et Charras dit oui, mais peut-être on peut regarder les pouvoirs d'arbitrage que détient le président de la République. Et le premier, c'est, alors dans la liste, on en a passé en revue plusieurs, bon, je vais en citer 2. Le premier, c'est la nomination du Premier ministre. Alors Mitterrand nous dit oui, la nomination du Premier ministre, mais c'est un fusil à un coup. Une fois que je l'ai nommé, je ne peux plus demander sa démission, mais encore que je peux me débrouiller, mais non, je ne pourrais pas. Et il dit, là, il y a 2 grandes options, ou bien j'affronte, et ça sera Chirac, ou bien je biaise. Alors on lui demande, mais biaiser, ça veut dire, si vous saviez le nombre de candidats que j'ai. Giscard avait fait sa proposition, Chaban, ça. Donc Giscard qui voulait sa revanche sur Chirac et tout. Et mais on avait compris qu'il affronterait, quoi. Chirac, c'est l'affrontement, mais il affronterait. Parce ça vous rappelle peut-être des choses sur les nominations des premiers ministres ces 2 dernières années, biaisées ou affrontées. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le pouvoir de dissolution. Et vous avez dissolution. Ah oui, mais il nous dit, oui, bien sûr, c'est une arme lourde, mais attention. Et il nous dit, attention, c'est fait pour trancher des crises graves. Si le président dissout pour des convenances personnelles, ça sera une manœuvre et toutes les manœuvres sont sanctionnées par le peuple. On a connu ça 2 fois déjà. Une dernière question. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de Jacques Attali. Il y a une idée que Jacques Attali disait à propos de François Mitterrand, c'est qu'il nourrissait une sorte de fascination pour un philosophe politique qui est Nicolas Machiavel, notamment Le Prince. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de François Mitterrand, de la philosophie de Machiavel ou bien de son admiration pour Le Prince ? Non, non, j'ai jamais eu l'occasion de parler de Machiavel avec Mitterrand, donc je ne vais pas vous raconter des histoires. Je connais la rengaine, qui consiste à dire que Mitterrand était un Machiavel. C'est vraiment, beaucoup de ses adversaires politiques ont employé cette expression ou cette comparaison, et que Jacques dise que Mitterrand avec une fascination pour Machiavel me fait sourire. Ça ne me paraît pas plus crédible que les verbatims, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, leur tour, on aurait aimé... Allez, la dernière. Allez, une dernière. Eliane. Alors, j'aimerais savoir, vous qui connaissiez bien François Mitterrand, est-ce que François Mitterrand aurait fait, comme l'a fait François Hollande, aurait transmis le flambeau à Emmanuel Macron? C'est un peu ma conclusion du livre, puisque, alors je vais vous répondre comme je l'ai fait dans le livre. Un jour que Mitterrand me parlait d'un élu d'Alsace, en l'occurrence, je lui disais, il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, c'est un type incroyablement ambitieux, qui renverse tout son passage. Et il me dit, vous verrez Glavany, il vaut mieux freiner quelqu'un qui va trop vite que de se perdre à vouloir pousser quelqu'un qui ne veut pas bouger. Et ensuite, et sur le positionnement politique des uns et des autres, autre réflexion, donc il aimait les ambitieux, Mitterrand. Il aimait les jeunes ambitieux. Et en plus, je vois à plusieurs moments dans le livre, il considérait que la politique, d'ailleurs l'expression je ne dois pas l'inventer, il l'a dit devant moi, c'est comme le jardinage, il faut s'intéresser aux jeunes pousses. Donc il avait l'obsession de pousser des jeunes pousses voilà. Donc le jeune ambitieux qui était Macron, je devine qu'il aurait aimé son ambition. Mais après, deuxième partie de ma conclusion, vous verrez Glavany, ces gens qui se disent ni deux
ni de droite ni de gauche, vous verrez, ça se confirme tout le temps, ils sont ni de gauche ni de gauche. Une belle conclusion, merci beaucoup. Merci, c'est bien. Voilà, donc je vais, pour ceux qui veulent, je m'installe là-bas pour signer les livres. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.